Et si je te disais que derrière le sourire frêle d'une vieille dame de 83 ans, il y a des souvenirs si sombres que même l'obscurité en frémirait, que mon enfance ne s'est pas construite avec des poupées ni des berceuses, mais avec des menaces, des mains sales et des prières vides? Tu me croirais si je te disais que j'ai grandi en croyant que Dieu m'observait, mais ne faisait rien pour me sauver? Je m'appelle Clémence Maréchal. Je suis née en 1942 dans un petit village appelé Casals, dans le sud-ouest de la France, au cœur d'une famille soi-disant respectable, de celle qu'on salue à l'église et qu'on envie en apparence. Mon père, Lucien Maréchal, était le chantre de notre paroisse, un homme dur mais respecté, celui qui lisait les psaumes avec autorité et qui ne ratait jamais une messe. Ma mère, Élise, était ce qu'on appelait une femme de foi, soumise, silencieuse, les yeux toujours humides de dévotion. Mais derrière les murs en pierre de notre maison, la musique des cloches était remplacée par les grincements du plancher quand il montait dans ma chambre la nuit. Je n'avais que 7 ans quand j'ai compris que Dieu ne vivait pas dans notre maison. Ce n'était pas lui qui s'asseyait sur mon lit, ce n'était pas lui qui soufflait son haleine de vin sur mon visage, ni qui glissait ses mains là où personne ne devrait jamais toucher un enfant. C'était mon père, l'homme que les villageois respectaient, celui qu'on appelait le pilier moral du village. J'ai essayé d'en parler à ma mère une fois, une seule. Je me souviens de ses yeux écarquillés, pleins d'une peur plus grande que la mienne. Elle a levé la main avant que je finisse ma phrase, et dans un souffle glacé, elle a dit « Tais-toi, Clémence, ce sont des pensées du diable ». Ce jour-là, j'ai appris que mon silence valait plus que ma vérité, que dans cette maison, protéger le nom de mon père était plus sacré que protéger l'âme de leur fille. Les années ont passé et mon corps a grandi, mais à l'intérieur, je suis restée figée à 7 ans. Je vivais dans un monde parallèle où les prières devenaient des chaînes, où chaque Notre Père murmurait une nouvelle trahison. J'enviais les autres enfants à l'église, ceux qui couraient dans les jardins, ceux dont les mains étaient propres. Moi, je me tenais droite, le dos raide, les mains jointes, comme on me l'avait appris. Mais mon cœur, lui, était déjà vieux. Je n'ai jamais connu l'insouciance. Même mes poupées, je les cachais, comme si leur regard pouvait témoigner. Je dessinais souvent des portes fermées. C'était ma façon d'espérer une sortie. À 12 ans, je pensais déjà au suicide. Je ne connaissais pas le mot, mais je connaissais l'idée. Disparaître pour ne plus être touché. Une nuit, j'ai grimpé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Le vent me glaçait les chevilles. Mais juste avant de sauter, j'ai entendu la voix de ma petite sœur, Margot, dans le couloir. Elle appelait ma mère. J'ai reculé. Si je partais, qui la protégerait? C'est à cet âge que j'ai fait un pacte intérieur. Survivre, pas pour moi, pour elle. Et je l'ai fait. J'ai survécu en silence, en me coupant de mes émotions, en prétendant. J'étais la fille modèle, celle qui obtenait les meilleures notes, celle qui aidait à la cuisine, celle qui ne pleurait pas. Mais à l'intérieur, je m'effondrais chaque jour un peu plus. Je ne t'écris pas ceci pour que tu aies pitié de moi, ni même pour accuser. Je t'écris pour que tu saches que derrière chaque vieille femme discrète qui marche lentement au marché du dimanche, il peut y avoir une vie entière de terreur, de non-dits, de cicatrices que même le temps ne guérit pas. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, alors j'aimerais te demander quelque chose. Écris dans les commentaires cette phrase. Je crois que la vérité guérit. Cela m'aidera à savoir que je ne suis plus seule à porter cette mémoire. Et si cette histoire t'a touché, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre pour briser son propre silence. Je n'ai jamais vraiment eu de chambre d'enfant. Ce qu'on appelait ma chambre était en réalité l'endroit où le pire se produisait. Un petit espace aux murs froids, sans couleur, où les rideaux ne servaient pas à tamiser la lumière, mais à cacher les actes. Là, dans cette pièce au plancher grinçant, ma vie a été marquée à jamais. Et tout cela, personne ne le voyait. Ou pire, personne ne voulait le voir. Mon père Lucien avait une routine. Il attendait que les lumières de la maison soient éteintes, que ma mère s'absorbe dans ses longues prières dans la cuisine et que le silence s'installe comme une couverture lourde sur la maison. Puis il venait, je reconnaissais ses pas, toujours les mêmes, le bois craquant légèrement sous son poids. Je retenais ma respiration. Je priais, mais Dieu restait sourd. Il ne criait jamais, il ne me frappait pas, il n'avait pas besoin. Ses gestes étaient silencieux, précis, comme s'il accomplissait un rite. Et quand c'était fini, il murmurait parfois « Tu es ma petite bénédiction ». Ces mots, je les ai entendus toute mon enfance et je les ai haïs de tout mon être. Je me suis souvent demandé ce que ma mère savait vraiment. Elle ne posait jamais de questions, jamais un regard inquiet, jamais un geste de protection. Elle m'embrassait le matin
me tressait les cheveux, m'accompagnait à l'église et fermait les yeux sur tout le reste. Parfois, je me disais que c'était moi la folle, que peut-être je rêvais tout ça, mais mon corps portait des marques, des douleurs qu'aucun songe ne peut inventer. J'ai grandi avec la peur comme colocataire. À 10 ans, je ne connaissais pas les chansons à la mode, mais je connaissais chaque fissure du plafond. Je savais exactement combien de pas séparaient ma chambre de celle de mes parents, et j'avais appris à faire semblant, rire avec les autres enfants, chanter dans la chorale de l'église, réciter les psaumes avec ferveur. On me félicitait souvent. On disait que j'étais une jeune fille pieuse et obéissante. Si seulement ils savaient. Un jour, à l'école, une enseignante a remarqué que je sursautais dès qu'un homme s'approchait trop près. Elle m'a appelée après la classe. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai failli tout dire. Mes lèvres ont tremblé, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Parce que je savais que si je parlais, ce ne serait pas moi qu'on croirait. Mon père était trop respecté. Moi, j'étais juste une gamine trop timide. Alors j'ai dit « Oui, tout va bien, madame ». Et je suis rentrée à la maison en me détestant un peu plus. À cette époque, ma petite sœur Margot était encore trop jeune pour comprendre. Mais moi, je guettais chaque regard, chaque geste de mon père envers elle. Et une peur nouvelle m'est née dans le ventre, celle qu'elle vive la même chose. Alors, à 13 ans, j'ai commencé à me placer entre eux. Subtilement, je proposais de la coucher à sa place. Je m'assurais que sa porte soit bien fermée. Je suis devenue sa gardienne, sa barrière humaine. Je ne voulais pas qu'elle devienne une autre bénédiction de mon père. Et pendant tout ce temps, ma mère priait, toujours. Elle priait quand je saignais. Elle priait quand je pleurais en silence dans la salle de bain. Elle priait pour la pureté de notre foyer, mais elle ne priait jamais pour moi. Le dimanche, à l'église, mon père prenait la parole devant les fidèles. Il parlait du péché, du pardon, de la famille. Et les gens hochaient la tête, émus. Moi, je serrais les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. J'aurais voulu hurler, dire « Cet homme n'est pas ce que vous croyez », mais ma voix était prisonnière de mon propre corps. Un jour, j'ai entendu une voisine dire à ma mère « Tu as tant de chance, Élise, d'avoir un mari aussi pieux et 2 filles aussi sages. » J'ai vu les yeux de ma mère briller de fierté et j'ai compris que jamais elle n'avouerait parce qu'elle avait besoin de ce mensonge plus que moi, peut-être même plus que lui. Cette période a été la plus longue de ma vie. Chaque nuit était un supplice, chaque jour une répétition. J'attendais un miracle, une révélation, une maladie qui emporterait mon père, une fuite, n'importe quoi. Mais rien ne changeait. Le monde restait sourd à mon enfer. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait encore « Tiens bon, un jour tu partiras ». Cette voix, je l'ai nourrie en secret. Elle est devenue ma bouée, ma raison de ne pas me briser complètement. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à rêver, à imaginer une vie ailleurs, une maison avec des rideaux clairs, une cuisine où personne ne pleure, un lit où l'on dort sans peur. Mais ce rêve, je savais qu'il ne viendrait pas seul. Il fallait le construire, avec force, avec silence, avec stratégie. Et c'est ce que j'ai fait. Si mon histoire te touche, écris dans les commentaires « Je veux briser le silence ». Ta parole peut devenir une lumière pour d'autres. Je m'appelle Clémence Maréchal et j'avais 13 ans lorsque j'ai compris que le silence était plus qu'un refuge. C'était un fardeau transmis de mère en fille. Je venais d'entrer dans l'adolescence, ce moment où le corps change, mais aussi celui où la douleur trouve de nouveaux endroits pour se cacher. À cet âge, les autres filles parlaient de leurs premiers amours, des robes qu'elles aimeraient porter au bal de printemps. Moi, je parlais peu. J'écoutais, j'analysais et surtout, je gardais tout pour moi. Ma mère, Élise, avait ce regard flou quand elle priait. Elle passait des heures à genoux devant une statue de la Vierge Marie, murmurant des mots que je connaissais par cœur. Elle priait pour la protection de notre foyer, pour que notre père reste fort. Jamais je ne l'ai entendu prier pour que ses filles soient sauvées de ce foyer. Je me suis souvent demandé ce qu'il s'était passé dans sa propre enfance pour qu'elle accepte l'inacceptable, pour qu'elle confonde soumission et foi, pour qu'elle m'abandonne chaque nuit sans un mot. À l'école, je faisais de mon mieux pour ne pas attirer l'attention. Je rendais mes devoirs à temps, je participais juste assez, je souriais quand on m'appelait. J'étais la fille discrète mais polie, mais personne ne voyait que, parfois, mes jambes tremblaient sous ma jupe, que mes nuits étaient si agitées que je m'endormais sur mes cahiers. Il y avait un professeur, Monsieur Delcourt, qui m'observait souvent. Je crois qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, il m'a proposé un livre. « Tu devrais lire ça. C'est l'histoire d'une fille qui apprend à se défendre avec les mots. » J'ai pris le livre et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps,
J'ai pleuré sans avoir peur. Ces larmes étaient à moi, pas celles qu'on cache, celles qui libèrent. Mais je ne pouvais pas encore parler, parce que le poids du silence était plus lourd que la honte. Parce que dans mon village, Saint-Maurice-les-Bains, tout le monde connaissait tout le monde. Parce que mon père était le diacre de la paroisse. Parce que ma mère portait la foi comme une armure. À 14 ans, il m'a dit un soir, alors que j'essayais de m'enfermer dans la salle de bain, « Tu es devenue une vraie femme maintenant ». Cette phrase, je ne l'oublierai jamais, elle a résonné comme une condamnation. Ce n'était pas une reconnaissance, c'était une menace, une promesse que tout allait empirer, et c'est ce qui s'est passé. Il ne se cachait même plus. Il entrait dans ma chambre quand il voulait. Il me regardait d'une façon qui me donnait envie d'arracher ma peau. Ma mère continuait de prier. Margot, ma petite sœur, commençait à poser des questions. Elle voyait mes cernes, mes silences, mes tremblements. Je lui disais que j'étais fatiguée, que j'étudiais trop, mais je sentais qu'elle ne croyait pas tout. Un soir, je me suis réveillée avec la sensation d'être étranglée par mes propres draps. Mon père s'était endormi dans ma chambre. Je suis restée figée. Mon souffle était bloqué dans ma gorge. Le jour suivant, j'ai décidé que je devais partir, que rester signifiait mourir à petit feu. Mais où aller? Qui croirait une fille de 15 ans contre un homme de Dieu? J'ai commencé à écrire dans un carnet que M. Delcourt m'avait offert. J'y écrivais tout, ce qu'il faisait, ce que je ressentais, ce que je rêvais. C'était mon seul refuge, mon seul lieu de vérité. Chaque mot me donnait un peu plus de force, mais il me fallait plus. Il me fallait un plan. J'ai observé les horaires de mon père, les moments où il quittait la maison, les trajets de ma mère à l'église. J'ai commencé à mettre de côté un peu d'argent de mes repas, à voler quelques biscuits à la cuisine. J'ai caché un sac sous mon lit avec une robe, une paire de chaussures, mon carnet. Je ne savais pas encore où j'irais, mais je savais que je devais partir, pour moi, pour Margot, pour toutes les petites filles comme moi. Le soir où j'ai tenté de fuir, la porte d'entrée a grincé plus fort que d'habitude. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Il était là, mon père, dans l'ombre. Il m'a regardé sans un mot. J'ai pensé que c'était fini, qu'il allait me tuer. Mais il a simplement dit « Si tu pars, tu détruis cette famille ». Et il est monté dans sa chambre. Je suis restée figée devant la porte pendant de longues minutes et j'ai compris que mon combat serait plus long que prévu. Mais je ne renoncerai pas. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, mais quelque chose d'autre est né aussi, une volonté de vivre, une force que je ne soupçonnais pas, et je savais que ce n'était que le début. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je refuse de vivre dans la peur ». Je m'appelle Clémence Maréchal, j'avais 15 ans, et je commençais à comprendre que dans certains villages, les murs parlent, mais l'église se tait. Ce que je vivais à la maison n'était plus seulement un cauchemar privé, c'était devenu une prison spirituelle, une contradiction vivante entre ce qu'on prêchait à la messe et ce qu'on acceptait entre les murs du presbytère. Mon père, Lucien, n'était pas seulement mon bourreau, il était aussi celui qui portait l'étole blanche du diacre, celui qui lisait les évangiles, qui exhortait les fidèles à vivre dans la lumière. Et pourtant, c'est dans l'ombre qu'il m'éteignait, chaque nuit, un peu plus. Il y a eu une messe, un dimanche de carême, que je n'oublierai jamais. Je m'étais assise au dernier rang, espérant que ma présence passerait inaperçue. Mais mon père m'a appelé à lire l'Évangile. Sa voix a résonné dans toute l'église. Clémence va nous lire la parole aujourd'hui. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ma propre voix. J'ai lu « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Je me suis arrêtée là. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Pur. Je n'étais plus pure. On m'avait volé cette innocence. Et c'est lui qui applaudissait derrière moi. Après la messe, sœur Madeleine est venue me voir. Elle m'a prise par la main, m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Si tu as quelque chose sur le cœur, viens me parler ». J'ai cru, pour un instant, que j'étais sauvée, que quelqu'un allait m'écouter. Le lendemain, je suis allée au couvent, les mains moites, le cœur noué. Je lui ai tout raconté, pas en détail, mais assez pour qu'elle comprenne. Je lui ai dit que mon père me faisait du mal, que j'avais peur, que je ne dormais plus. Elle m'a regardée longuement, puis elle a prié longuement, en silence. Ensuite, elle m'a dit que, parfois, le diable s'attaque aux familles les plus pieuses et que je devais prier plus fort. Elle m'a donné un chapelet. Je suis rentrée en courant, en larmes. Et ce soir-là, j'ai brûlé le chapelet dans le poêle de la cuisine. Je n'avais plus de foi, pas dans leur Dieu, pas dans leur silence. L'église, qui aurait dû être mon refuge, m'avait trahi aussi. À l'école, M. Delcourt continuait de m'observer avec inquiétude. Il avait remarqué mes absences, mes bleus. Un jour, il m'a convoqué à la bibliothèque et m'a dit doucement « Clémence, tu peux me parler. Ce que tu me diras restera ici. » J'ai failli tout lui dire. Mais j'ai eu peur. Peur qu'il aille à la gendarmerie. Peur qu'on me traite de menteuse.
peur qu'on détruise ma sœur, ma mère, et que tout me retombe dessus. À la maison, Margot commençait à changer. Elle posait des questions plus directes. Elle fouillait parfois dans mes affaires. Un jour, elle est tombée sur mon carnet. Elle n'a rien dit, mais elle m'a regardé différemment, avec une tristesse immense et une colère sourde. Je craignais plus que tout que Lucien commence à s'intéresser à elle, qu'il répète avec elle ce qu'il avait fait avec moi. Alors, j'ai pris une décision. Je ne fuirai pas seule. Je la prendrai avec moi. Mais comment fuir quand on n'a ni argent, ni appui, ni destination? J'ai commencé à observer les camions qui passaient par la départementale 92, près de l'école. Il y avait un vieux chauffeur, Henri, qui s'arrêtait souvent à la boulangerie. Je me suis approchée de lui un jour et je lui ai dit que je voulais aller à Lyon, que j'avais une tante là-bas. Il m'a demandé mon âge. J'ai menti. Il m'a dit « Je passe par là jeudi. Sois discrète ». Le mercredi soir, j'ai préparé 2 sacs. Un pour moi, un pour Margot. Elle ne comprenait pas tout, mais elle m'a fait confiance. À minuit, nous avons quitté la maison par la porte de derrière, le sac sur le dos, les mains tremblantes. Mais à peine avions-nous fait quelques mètres que ma mère est sortie, en robe de nuit, les pieds nus sur la terre froide. Elle m'a regardée et elle a dit « Si tu pars, ta sœur reste ». C'était un ordre, pas une prière. J'ai tenté de lui expliquer, de lui faire comprendre, mais elle a crié, si fort que les chiens ont aboyé, que les voisins ont allumé les lumières. J'ai couru avec Margot, mais Henri n'était plus là. Et alors, j'ai su que le monde entier voulait que je reste enfermée. Cette nuit-là, j'ai compris que parfois, l'enfer n'est pas un feu éternel. C'est un village, c'est une maison, c'est une église, et c'est un silence béni par ceux qui devraient vous protéger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je ne pardonnerai jamais le silence complice ». Le matin suivant cette nuit-là, la maison était silencieuse comme un cimetière. Je m'étais enfermée dans la chambre, Margot dormait encore et ma mère n'avait pas dit un mot. Il y avait une tension dans l'air, comme si chaque mur attendait l'explosion qui allait tout détruire. Et elle est arrivée. Lucien est rentré plus tôt du champ. Il avait une bouteille de vin à la main. Son regard était trouble et son pas incertain. J'ai senti dans mes tripes que ce jour serait différent. Il ne parlait pas. Il nous regardait comme un prédateur. Il s'est approché de moi dans la cuisine et a murmuré « Tu veux fuir ? Tu crois que tu peux me dénoncer ?» Il m'a plaqué contre le mur. J'ai crié et cette fois, ma mère est intervenue. Elle a attrapé un bâton, une planche de bois, je ne sais même plus, et elle a frappé Lucien. Pas fort, pas pour le blesser, mais assez pour le faire reculer. Il s'est retourné furieux, mais il n'a pas riposté. Il a regardé ma mère avec un mélange de rage et de peur, puis il est sorti, sans dire un mot. Ce soir-là, ma mère m'a préparé une tisane. C'était la première fois depuis des années qu'elle me traitait comme sa fille. Elle m'a dit, je ne savais pas que c'était à ce point. Je l'ai regardée avec une colère glacée. Tu savais depuis toujours. Elle a baissé la tête et elle a pleuré. C'est là que j'ai compris. Ma mère n'était pas seulement une victime. Elle était aussi complice par omission, par peur, par soumission, par religion, peut-être, parce qu'on lui avait appris qu'une femme devait supporter, qu'une mère devait protéger son foyer, même au prix de ses filles. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec le père Antoine, le curé du village, qu'elle lui avait raconté en partie ce qui se passait. Il lui aurait répondu que chaque foyer a ses épreuves et que le pardon guérit les âmes. Elle pensait qu'il allait aider. Moi, je savais déjà qu'il n'allait rien faire. J'ai décidé de ne plus attendre de sauveur. J'ai commencé à écrire des lettres à des associations, à des couvents, à des maisons d'accueil. La plupart ne répondaient pas. Une seule m'a renvoyé un mot manuscrit. « Appelle ce numéro si tu es en danger ». J'ai gardé ce mot caché dans mon oreiller pendant des semaines. Lucien s'est calmé pendant un temps. Il m'ignorait, me regardait avec dégoût, mais je sentais que c'était une accalmie trompeuse, un silence avant la tempête. Je dormais mal, je mangeais à peine. Je passais mes journées à surveiller Margot, à anticiper le pire. Un jour, Margot est rentrée de l'école avec un mot dans sa poche. Une de ses camarades, Julie, lui avait donné l'adresse d'une assistante sociale à Limoges, disant qu'elle aidait les jeunes filles dans les cas de familles compliquées. Ce mot est devenu ma lumière, mon espoir. J'ai attendu que Lucien parte pour un déplacement de 2 jours, ce qu'il faisait parfois pour vendre ses récoltes. J'ai préparé nos affaires discrètement. J'ai expliqué à Margot qu'on allait partir, que cette fois, on n'attendrait pas l'autorisation de maman. Elle a eu peur, mais elle m'a suivi. Ma mère nous a surprises à la porte, encore une fois. Mais cette fois, elle n'a pas crié. Elle a regardé nos sacs. Et elle a dit « Je ne peux pas vous accompagner, mais allez, sauvez-vous ». Elle a pris Margot dans ses bras, puis
Puis elle m'a prise moi et elle a murmuré à mon oreille « Pardonne-moi si tu peux ». Nous avons marché jusqu'au carrefour de la Motte où passait un bus 2 fois par semaine. Il faisait froid. Le ciel était gris, mais dans mon cœur, il faisait clair. Pour la première fois depuis des années, je sentais l'air entrer dans mes poumons sans douleur. Le bus est arrivé. Le chauffeur a regardé Margot. Il n'a posé aucune question. On est monté, direction Limoges. Ce jour-là, j'ai compris que fuir n'était pas une lâcheté. C'était un acte de survie et que parfois, aimer, c'est parti. Si vous avez lu jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « J'ai survécu au silence, j'ai fui pour vivre ». Nous sommes arrivés à Limoges en fin de journée. Il pleuvait finement. L'air sentait la gare et le goudron mouillé. J'avais à peine de quoi payer un hôtel pour la nuit. Je n'avais que 2 robes, quelques vêtements pour Margot, le mot avec le numéro de l'assistante sociale et une prière muette dans le cœur. J'ai appelé depuis une cabine. Une femme a répondu, douce mais ferme. Je lui ai dit que je venais du Limousin rural, que j'avais fui avec ma fille, que c'était urgent. Elle m'a demandé « Vous avez des preuves ?» Je me suis tue. Comment prouver la peur, le silence, les nuits sans sommeil? Elle m'a donné rendez-vous pour le lendemain matin dans un centre d'accueil du quartier Mont-Jovis. Margot et moi avons dormi dans un foyer temporaire avec d'autres femmes. Il y avait une adolescente avec un bébé, une vieille dame qui parlait seule et une femme maghrébine qui m'a offert un thé à la menthe. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Mon corps était épuisé, mon esprit vidé, mais mon cœur, lui, espérait encore. Le lendemain, l'assistante sociale s'appelait Claire Morel, une jeune femme d'à peine 30 ans. Elle m'a regardé dans les yeux, a écouté chaque mot, chaque silence. Elle a compris, elle m'a prise au sérieux. Elle a noté chaque détail. Elle m'a dit « Vous avez bien fait de partir ». Ces mots, je les avais attendus toute ma vie. Claire a commencé les démarches pour nous protéger. Elle a signalé la situation. Mais comme Lucien n'avait jamais été officiellement accusé, aucune mesure immédiate ne pouvait être prise. Elle m'a conseillé de porter plainte. J'avais peur qu'il nous retrouve, qu'il m'accuse de mentir, qu'on ne me croit pas. Nous avons été logés dans un petit appartement dans le quartier Beaubreuil. Margot a commencé à aller dans une nouvelle école. Elle ne parlait presque pas. Elle dessinait beaucoup. Des maisons, des arbres, des silences et parfois un homme sombre dans un coin de feuilles. Je passais mes journées à remplir des papiers, à répondre à des questions humiliantes. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Êtes-vous sûr que ce n'est pas un malentendu? Avez-vous des témoins? J'avais envie de hurler, mais je restais calme. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus que de moi. Il s'agissait de Margot. Un soir, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte, pas signée. Elle disait « Tu peux fuir, mais tu ne peux pas te cacher ». J'ai eu la nausée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai vérifié toutes les fenêtres. J'ai dormi dans le salon, couteau à la main. Le passé m'avait retrouvé. J'ai montré la lettre à Claire. Elle a blémi. Elle m'a proposé un transfert vers un autre département. Mais je ne voulais pas fuir encore. Je voulais me battre. Elle m'a mise en contact avec une avocate, Maître Chantal Lefebvre, une femme brillante, combative. Elle m'a dit « On va la voir, mais il faudra du courage ». Les procédures ont commencé, longues, humiliantes. Il fallait raconter, encore et encore, détailler, décrire, revivre. Je me sentais nue. J'avais l'impression qu'on décortiquait ma douleur pour en extraire des preuves. Et pendant ce temps, aucune nouvelle de ma mère. Je lui ai écrit une lettre longue, pleine de questions, pleine de douleur. Elle n'a jamais répondu. Lucien, lui, a engagé un avocat. Il a dit que je voulais lui voler sa fille, que j'étais instable. Il a menti. Il a retourné la situation. Et j'ai compris que pour certaines personnes, même fuir n'est pas suffisant. Il faut se battre jusqu'à ne plus avoir de voix. Mais j'ai tenu bon pour Margot, pour la petite fille que j'étais, pour toutes celles qu'on a réduites au silence. À la fin de ce bloc, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je refuse que le silence devienne ma prison ». Le jour de l'audience est arrivé. Il faisait froid. Un de ces matins gris où l'on se demande si le soleil a oublié de se lever. Margot était restée avec une famille d'accueil temporaire, pendant que moi, je tremblais dans un couloir glacé du tribunal de Limoges. Je n'avais jamais mis les pieds dans un palais de justice. L'odeur de cire, les portes massives, les voix graves résonnaient comme dans une cathédrale. Maître Lefebvre m'avait prévenu, ce sera dur, mais tu dois tenir. J'ai hoché la tête. À ce moment-là, je n'étais plus la petite fille de Saint-Junien. J'étais une mère, une survivante. Lucien est arrivé, costume foncé, cheveux bien coiffés. Il avait l'air serein. Il m'a regardé avec ce même regard que lorsqu'il me disait « Tu exagères ». J'ai senti mes jambes flancher, mais je suis restée debout, parce que cette fois, il ne pouvait plus m'obliger à me taire. Le juge était un homme d'une 50aine d'années, calme, ferme.
Il m'a demandé de raconter. Depuis le début, j'ai parlé de la première fois, des silences, des menaces, de l'emprise. J'ai parlé comme on arrache une tumeur, lentement, en saignant, mais sans détourner les yeux. Lucien a nié. Il a ri parfois. Il a dit que j'étais déséquilibrée, que je cherchais à me venger. Son avocat, un homme glacial, a tenté de me faire passer pour une femme perturbée. « Vous n'avez jamais porté plainte avant. Pourquoi maintenant ?» J'ai répondu. « Parce que avant j'avais peur. Maintenant, j'ai une fille. » Des témoins ont été entendus. L'ancienne voisine, une institutrice, l'infirmière du village. Tous ont dit avoir remarqué quelque chose, mais personne n'avait osé parler. Ce silence m'a brûlé plus que tout, car je n'étais pas folle. Il savait, mais il s'était tu. Margot a été entendue par un psychologue. Elle a parlé de cauchemars, d'un homme noir dans ses dessins, de mots qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait. Cela a pesé fortement, parce qu'on voyait qu'elle portait une douleur qui n'était pas la sienne. Le verdict a été remis à plus tard. Les jours suivants ont été une agonie. Je vérifiais la boîte aux lettres 20 fois par jour. Je faisais des prières dans le silence. Je m'accrochais à l'idée que peut-être cette fois, la justice serait de mon côté. Un matin, la lettre est arrivée. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Lucien était reconnu coupable de violences psychologiques aggravées. Il écopait de 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Moi, j'étais reconnue comme victime. Officiellement, juridiquement, je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai pas crié victoire. J'ai juste respiré. Pour la première fois en 40 ans, j'ai senti que j'avais le droit d'exister autrement que dans la peur. Mais le plus dur restait à venir. Expliquer à Margot. Elle avait 10 ans. Elle comprenait des choses, mais pas tout. Je lui ai dit que son père n'était pas un homme méchant, mais un homme malade. Que ce qu'il avait fait n'était pas de sa faute à elle. Qu'elle n'était pas brisée. Elle a pleuré. Elle m'a demandé si je l'aimais encore. J'ai dit oui, plus que tout. Et c'est pour ça que j'avais parlé. Après le procès, j'ai commencé une thérapie. Longue, douloureuse, mais nécessaire. Pour sortir ce qu'il restait, pour reconstruire. Margot aussi a été suivie. Ensemble, nous avons appris à respirer sans craindre que l'air ne se transforme en lame. Je me suis engagée dans une association d'aide aux femmes. J'ai raconté mon histoire. J'ai écouté celle des autres et j'ai compris que nous étions nombreuses, invisibles, silencieuses, mais vivantes. Aujourd'hui, si je vous raconte tout cela, c'est pour que personne n'oublie, pour que d'autres femmes sachent qu'il y a un après. Et si vous avez lu jusqu'ici, je vous demande de commenter. Je crois aux voix qui brisent le silence. Je croyais que le procès allait me libérer, mais ce n'était qu'un début. La vraie liberté, c'était de m'asseoir un soir avec un carnet sur les genoux et écrire, pas pour un tribunal, pas pour une psy, pour moi, pour Margot, pour celle que j'avais été et que j'avais abandonnée en route. Dans ce carnet, j'ai écrit tout ce que je n'avais jamais dit à personne. Les odeurs, les bruits, les silences, les visages. J'ai écrit sur ma mère, sur sa peur, sur son absence, sur ce regard vide qu'elle posait sur moi comme si je n'étais qu'un reflet flou. Je me suis souvenu du jour où elle m'avait dit « Tu n'as qu'à prier. Dieu voit tout. » Et j'ai eu envie de crier. Parce que je l'avais fait, moi. J'avais prié des nuits entières et Dieu n'avait rien fait. Ou du moins, c'est ce que je croyais alors. Ma colère envers Dieu était immense. Comment pouvait-il laisser un enfant se faire détruire ainsi? Où était-il quand Lucien me faisait taire d'un seul regard? J'ai même cessé de croire pendant des années. Mais petit à petit, dans les larmes, j'ai découvert une autre forme de foi. Une foi qui n'attend pas de miracle, une foi qui habite dans chaque femme qui se relève. Un jour, Margot m'a demandé « Maman, pourquoi tu es si triste quand tu dors ?» Elle me voyait pleurer dans mon sommeil, hurler sans bruit. J'ai compris alors que mes cauchemars la touchaient, qu'elle portait des fragments de mes blessures. J'ai décidé de lui raconter mon enfance. Pas les détails, mais l'essentiel. Je lui ai dit que j'avais eu peur toute ma vie et que maintenant, je voulais apprendre à ne plus avoir peur. Elle m'a serré fort et a dit « Moi, je vais t'aider, maman. » Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois, je me suis autorisée à exister en dehors du rôle de la victime. J'étais une femme, une mère, une battante. J'ai repris la musique. Mon vieux violon dormait dans le grenier depuis 30 ans. J'ai changé ses cordes, j'ai accordé chaque note et j'ai pleuré sur les premières mélodies parce qu'elles venaient d'un endroit que je croyais mort et il vivait encore. Je me suis remise à marcher, à sentir l'air frais, à observer les oiseaux, à goûter le silence sans en avoir peur, à parler avec d'autres femmes, à écrire beaucoup. Ma thérapeute m'a dit un jour, chanter, écrire, marcher, c'est déjà se soigner. Et elle avait raison. Chaque mot couché sur le papier, chaque note jouée, chaque pas fait dans la forêt était une cicatrice refermée. Mais il restait encore une chose que je n'avais pas faite.
une chose que je redoutais plus que tout. Retourner à Saint-Junien, revenir dans cette maison, celle où tout avait commencé. Je n'étais pas revenue depuis le procès. La maison avait été vendue. Je m'étais juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais un matin, j'ai pris un train, seul, sans prévenir personne. J'avais besoin d'y aller, pas pour revivre, mais pour clore. Quand je suis arrivée, tout avait changé. Les volets repeints, les voisins partis, mais les pierres, elles, se souvenaient. J'ai marché dans la rue, j'ai regardé la façade et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste dit tout bas, tu ne m'appartiens plus, et je suis repartie. En paix. Cette paix, je l'avais construite mot après mot, pas à pas, avec des chutes, des rechutes, mais elle était là. Si mon histoire te touche, si toi aussi tu crois qu'il est possible de se reconstruire après l'impensable, je t'invite à commenter. Je crois en celles qui apprennent à revivre. J'ai 83 ans aujourd'hui et pendant longtemps, j'ai cru que je devais demander pardon. Pardon pour avoir survécu, pardon pour ne pas avoir fui plus tôt, pardon pour ne pas avoir protégé ma mère, pardon d'avoir été une enfant trop silencieuse, une femme trop brisée, une mère imparfaite, une épouse absente, une âme qui parfois ne supportait plus de respirer. Mais il y a un âge où l'on arrête de s'excuser. Cet âge, je l'ai atteint le jour où j'ai prononcé mon propre prénom à haute voix dans un miroir, Clémence. Et je ne l'ai pas murmuré comme un aveu, mais comme une déclaration. J'étais là, vivante, entière, et j'avais le droit d'exister. Ce mot « exister », je l'avais toujours relié à la douleur. Exister pour moi, c'était être un corps que l'on utilise, un silence que l'on impose, une présence qui dérange. Mais désormais, exister, c'est respirer sans peur, parler sans honte, aimer sans chaîne. Je me suis rendue dans une école un jour, invitée par une association. On m'a demandé de raconter mon histoire à des adolescentes. J'ai hésité. Que pouvais-je dire à ces jeunes filles pleines de vie quand moi j'avais porté la mort dans mes souvenirs? Mais elles m'ont écoutée, en silence, sans téléphone, sans chuchotement, juste leurs yeux remplis de larmes et de force. À la fin, une fille m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit « Tu m'as donné le courage de parler » et j'ai su que ma douleur avait servi à quelque chose. Je ne suis pas devenue conférencière, ni militante. Je suis restée cette femme ordinaire qui cuisine le dimanche, qui lit des romans, qui s'endort parfois devant la télé. Mais dans mon quotidien simple, il y a une lumière nouvelle, une paix que je croyais inaccessible. J'ai même pardonné à ma mère, non pas parce qu'elle méritait mon pardon, mais parce que je méritais de me libérer. Lucien est mort en prison, seul, sans que personne ne réclame son corps. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste un vide. Et dans ce vide, un espace s'est ouvert, un espace pour autre chose. Pour moi, je ne cherche plus à comprendre pourquoi Dieu est resté silencieux. Peut-être ne l'était-il pas, peut-être était-il là, dans chaque femme qui m'a tendu la main, dans chaque livre que j'ai lu, dans chaque note de violon que j'ai fait vibrer. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes à écrire, pas à publier, juste à écrire, à poser les mots, à donner un nom à la douleur. Parce qu'un mot, parfois, peut sauver une vie. J'ai collé une phrase sur le mur de ma chambre. Elle dit « Tu n'es pas ce qu'on t'a fait » et je la lis tous les matins. Je suis Clémence, j'ai 83 ans, j'ai connu l'horreur, l'oubli, la honte, mais aujourd'hui, je vis et c'est peut-être ça, le vrai miracle. Si mon histoire t'a touché, si toi aussi tu crois qu'écrire peut guérir, laisse en commentaire cette phrase. Je n'ai plus honte de respirer. Ton témoignage peut ouvrir les yeux de quelqu'un. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de dire à voix haute « Je suis en vie et c'est suffisant. Je suis née dans une maison silencieuse. J'ai grandi dans un monde où les cris étaient étouffés, où les prières remplacèrent les demandes d'aide et où le pardon était imposé comme une punition supplémentaire. J'ai vécu dans la peur pendant si longtemps que je croyais qu'elle faisait partie de mon sang, comme une hérédité maudite que l'on ne pouvait pas renier. Mais aujourd'hui, je vis sans peur, pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai compris que la mémoire ne doit plus me punir. Elle peut me protéger, me guider, me construire. Pendant des années, j'ai porté le poids de ce que les autres voulaient que je sois. Une fille discrète, une épouse soumise, une femme forte, une survivante silencieuse. Mais aucun de ces masques n'était vraiment moi. Moi, je suis une femme qui tremble encore certaines nuits, une vieille dame qui ferme encore les yeux quand elle entend une porte claquer. Mais je suis aussi une femme qui ose dire non, qui ose dire « je mérite », qui ose écrire des lettres à son passé sans attendre de réponse. La dernière lettre que j'ai écrite, je l'ai adressée à cette petite fille de 9 ans, celle que Lucien a détruite. Je lui ai dit « tu n'étais pas sale, tu n'étais pas coupable,
Tu n'étais pas seul et je l'ai relu 20 fois, en pleurant, en riant, en tremblant. Mais je l'ai relu parce que cette fille-là, c'est encore moi et elle mérite d'être aimée. Je me suis réconciliée avec mon corps, avec mes rides, avec mes silences, avec mes excès. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Je ne cherche plus l'approbation de ceux qui m'ont ignoré. Je veux juste vivre les années qu'il me reste avec sincérité. J'ai 83 ans et je sais maintenant que ce n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour dénoncer, pour aimer, pour reconstruire, pour partir, pour revenir, pour dire la vérité, pour croire en Dieu ou pour lui poser des questions, pour apprendre à respirer sans baisser la tête. Il y a quelques mois, une femme m'a écrit. Elle avait vu ma vidéo. Elle m'a dit « Je n'ai pas vécu la même histoire, mais j'ai ressenti la même douleur. » Et c'est pour elle que je raconte tout cela. Pour elle, pour toi, pour toutes celles qui croient qu'elles ne seront jamais crues. Je suis Clémence Maréchal. Je suis née à Vire, dans le Calvados. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai fui, j'ai survécu. Mais aujourd'hui, je vis et je témoigne, parce que la honte change de camp. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu m'as lu avec le cœur ouvert, alors je te demande de laisser en commentaire cette phrase. Je suis plus forte que ce qu'on m'a fait. Elle pourrait guérir quelqu'un. Elle pourrait te guérir, toi. Abonne-toi, partage cette vidéo et n'oublie jamais, tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu choisis de devenir après. Ce témoignage est une création originale inspirée d'une histoire vraie. Toute reproduction est interdite sans autorisation.